Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette journée centrale en fait, des Olympiades Humanité et Sciences sociales organisées par l'Atrium et l'Université Paris-Cité au sein de la faculté Société et Humanité. Je ne vais pas m'étendre plus longtemps avant le début de ces joutes oratoires avec nos 6 super doctorantes et doctorants. Je vais juste laisser la parole à notre doyen, Sylvain Moutier, juste pour vous souhaiter la bienvenue en tant que doyen de la faculté Société et Humanité. Merci beaucoup, Madame la directrice d'Atrium Humanité Sciences sociales. Alors, comme vient de le dire Valérie, comme je suis en charge avec une super équipe de la direction de la faculté Société et Humanité, il y a Humanité Sciences sociales, Société et Humanité, je tenais à vous souhaiter la bienvenue, mais aussi au nom de l'Université Paris-Cité. Je vous donne juste deux, trois éléments de contexte très courts pour que vous appréciez avec un maximum de saveur tout cet événement. On est une très grosse université, en gros, avec toutes les disciplines. Il y a tout le panel de disciplines possibles d'une université. Des disciplines type médecine, odonto, vous voyez, ça c'est la faculté de santé, aux disciplines dites sciences moins souples comme la biologie, la physique, etc. Jusqu'aux humanités et sciences sociales, vous voyez. Et ça c'est tout le périmètre de la faculté Société et Humanité. 60 000 étudiants, 3 grandes facultés, 60 000 étudiants, c'est énorme. Bref, dans un contexte pareil, on est aux 4 points cardinaux de Paris, si on prend toute l'université, toute université Paris-Cité. Si on prend la faculté Société et Humanité, on est plutôt dans le sud de Paris. Ça fait comme un smiley, vous voyez, dans le sud de Paris, de Boulogne jusqu'au Grand Moulin, en passant par le centre de Paris. Et donc, vous voyez, l'enjeu pour nous, c'était de faire du lien. L'enjeu d'une université comme la nôtre, c'est de créer des connaissances, c'est de mieux penser. En humanité, en société humanité ou humanité et sciences sociales, on cherche à mieux rendre compte de l'être humain, à mieux le comprendre, à mieux prédire ses comportements. C'est l'être humain dans tous ses états. Mais pour que tout cela fonctionne, il faut qu'il y ait des rencontres, il faut qu'il y ait du lien. La création, ça vient souvent de la diversité, de la rencontre de 2 particules, de 2 idées, etc. Bref, il fallait faire du lien entre les disciplines, il fallait faire du lien entre nos étudiants, entre nos doctorants, et puis entre nos équipes aussi, parce que l'université, c'est des enseignants-chercheurs, des étudiants, des doctorants, mais aussi des administratifs, dont on a évidemment besoin, sans lesquels ça ne fonctionnerait pas. Et pour finir, on est une université parisienne, une grande université parisienne. Vous savez qu'à Paris, c'est pas forcément facile d'avoir des grands campus, des grands locaux. Vous savez, on a un petit problème d'immobilier, c'est assez dense comme ville. Donc notre campus, c'est Paris. Bref, ça aurait été bien dommage de ne pas se tourner vers les Parisiennes et les Parisiens, vers la banlieue, vers notre environnement. Et c'est là que, grâce à Valérie Robin, grâce à l'Atrium Humanité Sciences sociales, cette idée de faire du lien, de faire des rencontres entre les différentes disciplines et de se donner à voir et de rencontrer les Parisiens a pris sens, avec l'idée de trouver des lieux, même si on n'en a pas encore physiquement, pas encore, bientôt peut-être. Et donc voilà, c'est comme ça qu'est arrivé ces Olympiades, pour prolonger le plaisir des Jeux Olympiques et l'esprit de partage, de joie et de connaissance, de création, de dépassement de soi, tous ensemble. Voilà, j'en ai fini. Je vous souhaite d'excellentes Olympiades, d'excellentes joutes oratoires avec nos brillantes doctorantes et doctorants. Et je vous dis à très bientôt à l'Université Paris-Cité. Merci beaucoup. Et on laisse la parole à Fanny Cohen qui va donc diriger ces joutes. Merci Fanny. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors j'espère que vous êtes prêts parce qu'aujourd'hui, je vais vous proposer une joute oratoire. Donc effectivement, je m'appelle Fanny Cohen-Moreau, je produis le podcast Passion médiéviste où on a un format qui s'appelle Super Joute Royale où en fait on avait classé les rois de France siècle par siècle. Donc on s'est beaucoup amusé, c'était très iconoclaste. Et donc ce qui est bien, c'est qu'avec l'histoire, on peut jouer. Et là vraiment, vous allez voir, ce sont des personnages qui vont s'affronter pendant un peu plus d'1 heure. Vous allez vraiment découvrir 6 personnages qui vous sont incarnés donc par des étudiants et étudiantes en sociologie, en ethnologie, en sport santé, en politique culturelle ou au japonais. Et voilà, ces personnages que vous allez découvrir font partie de sujets de thèse. Donc oui, ça se rejoint. Et donc ça va être à vous de les départager à l'issue de joutes oratoires où en fait ces personnages vont se présenter mais vont aussi un petit peu attaquer l'autre personnage et donc critiquer leur adversaire. Et vous en apprendre plein de choses sur l'histoire. Donc comment vous allez voter ? En fait, à chaque joute, il y aura tout simplement un vote à main levée. Donc on va avoir 2 poules avec à chaque fois 3 matchs par poule. On verra le personnage qui a le plus de points à chaque fois parce que donc on gagne un match, on gagne un point. Et à la fin, on aura une finale où là vraiment ça va être
l'ultime affrontement entre chaque personnage. Et donc l'enjeu, c'est pour vous d'élire le personnage le plus convaincant, qui pour vous est le personnage historique, peut-être le plus important, le plus intéressant. Alors, pour commencer, je vais inviter les jouteurs et jouteuses à venir juste sur scène pour se présenter chacun. Ils vont vous dire chacun un petit mot sur qui ils sont et leur personnage. Donc, jouteurs, jouteuses, je vous invite à venir sur scène sous vos applaudissements. Donc, bonjour, moi je suis Élise Colamadan, je suis docteure en sociologie et j'incarne aujourd'hui Louis-François, un ardent militant pour la paix. C'est pour ça que je suis venue avec ma petite colombe pour que nous puissions la faire grandir tous ensemble. Bonjour, je m'appelle Périllard, je suis un militant, un politicien du Tamil Nadu et un militant aussi, un militant. Et sinon, je m'appelle Cécile Mouchel et je fais une thèse en sociologie économique où je m'intéresse aux conditions de travail des travailleurs de basse caste dans le Tamil Nadu spécifiquement, en Inde, exactement. Merci. Bonjour, alors moi je suis Johan Loswarm, je suis doctorant en histoire, je fais une thèse sur le football au début du XXe siècle à São Paulo au Brésil. Et donc j'incarnerai pour vous aujourd'hui João Saracura Alves, qui est un jeune qui va découvrir le football sous vos yeux. Bonjour, je suis Flora Baudry. Moi, j'ai fait une thèse en anthropologie et aujourd'hui, j'incarne Atahualpa, qui est le 13e et dernier empereur de l'Empire Inca, qui est né dans les Andes au tout début du XVIe siècle, à une date un peu incertaine. En revanche, sa mort est beaucoup mieux connue puisqu'elle est relatée par ses propres bourreaux dans les chroniques de la conquête espagnole, puisqu'elle a été tuée par les conquistadors. Bonjour, je suis Laura Agnel, je suis doctorante en 3e année de thèse à l'EPHE. Je fais ma thèse sur l'histoire du Japon et je vais vous présenter aujourd'hui un personnage qui s'appelle Tsugae Masumi, qui a vécu au XVIIIe siècle et qui a voyagé dans le Japon en tant que médecin et poète. Bonjour, je m'appelle Emma Claire Fierce, je fais un doctorat en sport santé. Mon sujet de thèse est la compréhension des mécanismes d'adaptation de l'organisme humain en conditions extrêmes, particulièrement dans l'océan. Et le personnage que je vais interpréter aujourd'hui est la femme de Charles Darwin, qui s'appelle Emma Darwin et qui l'a accompagné dans la réalisation de ses travaux de recherche. Merci donc à toutes et à tous. On va commencer donc avec la première joute. Je vais donc laisser Périllard et Atahualpa sur scène, s'il vous plaît. Donc je répète pour le déroulé des joutes. Chaque personnage prend 2 minutes pour se présenter. 2 minutes. Puis ils ont 1 minute pour se critiquer l'un l'autre. Et après, ce sera à vous de choisir. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Périllard, qui veut dire le plus respecté de tous en tamoul. Ça peut sembler bien arrogant pour celui qui, comme moi, a passé l'ensemble de sa vie à lutter contre toutes les formes de domination. Quelques éléments de contexte, puisque je crois qu'ici, dans les locaux de la France, ancienne puissance coloniale, y compris en Inde, avec de nombreux comptoirs, on a tendance à un petit peu oublier ce que c'est que l'Inde, et encore plus ce que c'est que le Tamil Nadu, ce petit État au sud de l'Inde. Je suis donc née dans le Tamil Nadu en 1879. Je suis quasiment centenaire, comme quoi la lutte peut vous permettre de vivre longtemps, surtout pour la justice sociale, comme je l'ai illustré. Je suis née dans une famille de commerçants. On m'a attribué une caste à la naissance, comme beaucoup d'autres, une caste qu'on aurait pu mettre au niveau moyen sur cette soi-disant hiérarchie des castes qu'on a tendance à voir comme naturelle. J'ai arrêté l'école très tôt, puisque je n'avais pas d'autre choix que de rejoindre mon père, qui tenait un commerce. Et très rapidement, dès l'âge de 18 ans, je me suis affiliée à différents partis politiques, d'abord pour lutter contre l'oppression coloniale directe avec les Britanniques, puis contre cette forme de néocolonisation imposée par les Indiens du Nord avec le hindi, qui collaborait directement avec la puissance des colons. Mais surtout, et c'est bien là ma principale forme d'engagement, j'ai fondé en 1925 un mouvement politique que j'ai appelé le Self-Respect Movement, avec cette idée que l'on peut bien sûr passer n'importe quelle réforme politique, mais on ne changera jamais une société si on ne change pas les consciences. Je vous en dirai plus un peu plus tard. Merci beaucoup. On passe donc à Atahualpa. Wauki Paniliaikuna, mes chères sœurs et frères. Je suis Atahualpa,
fils de Huayna Capac, mais surtout fils d'Inti, le dieu soleil. Et oui, j'ai du sang divin dans les veines, ce qui, soyons honnêtes, met la barre un peu haut pour tout le monde ici aujourd'hui. Né pour protéger mon peuple et notre terre sacrée, je suis le dernier souverain de l'Empire Inca. Je dois dire que ma carrière impériale a pris fin de manière un petit peu plus rapide que prévu. Admiré et respecté de mon peuple, j'ai récupéré depuis Quito la main sur l'ensemble du Tawantinsuyo, le plus vaste empire de l'Amérique précolombienne, dont mon demi-frère Huáscar s'était accaparé une partie. Bon, une petite guerre intrafamiliale de quelques années m'a permis de devenir enfin l'Inca, puisque de nous deux, j'étais le préféré de notre père. Bref, tout se passait bien. Ma vie, marquée par la grandeur et la richesse, a été brutalement interrompue par des étrangers barbus venus de l'autre côté de l'océan. Je n'ai jamais pensé que ma passion pour l'or finirait par me coûter littéralement aussi cher. Qui aurait cru, en effet, qu'une salle remplie à ras-bord de ce métal précieux se transformerait en ma propre cage dorée. Car ces cupides et traîtres d'Espagnols, après avoir accepté de me laisser la vie sauve contre mon cachot rempli d'or jusqu'à la hauteur de mon bras, ont fini par me trahir et m'exécuter. Malgré tout ça, je suis resté digne, même captif. Toujours debout, toujours à lutter face à l'injustice. Et là, j'entends parler d'égalité, de justice sociale. Allons, Périard, vous êtes un petit peu en retard quand même. Nous, les Incas, on avait déjà une organisation de type communiste il y a 5 siècles. On n'a pas attendu vos théories pour savoir comment partager les ressources, comment gérer collectivement nos terres, nos récoltes, nos richesses. Et vous, vous êtes encore là à réfléchir à la manière d'en finir à la société de caste. Oh, bah déjà, ça s'attaque un petit peu. Qu'est-ce que vous avez à répondre, Péria? Très cher Atahualpa, déjà honoré de vous rencontrer. Avec 4 siècles d'écart, je pense que sans ces joutes oratoires, on n'aurait jamais eu l'occasion d'échanger. Vous parlez de justice, vous parlez de système communiste. Quand moi, je lutte contre les oppressions qui sont basées sur notre assignation à la naissance, vous êtes né pour être empereur parce qu'on a décidé que dans votre ligne royale, vous allez l'être. Vous avez été décrit comme un empereur tyrannique par de nombreuses personnes. Et ensuite, de l'âge de votre 30 ans, vous avez décidé de mener une guerre civile contre votre frère, contre votre demi-frère, ce qui a conduit à détruire l'empire des Incas et à laisser aux mains d'autres colons les Espagnols. Mais à vrai dire, je ne sais pas, entre les colons espagnols et vous, lequel est le pire. Et c'est bien un enseignement de l'Inde que de nous dire que bien sûr la colonisation britannique est affreuse, mais derrière il y a d'autres formes de colonisation, y compris pour nous la colonisation aryenne de l'Inde du Nord. Oh, qu'est-ce que vous avez à répondre à Bon, écoutez, le trône, il me revenait, donc c'était quand même tout à fait légitime que je mène cette guerre. Et je ne savais pas que les Espagnols allaient arriver à ce moment-là, donc ce n'est pas ma responsabilité. Je dois dire que j'admire et que je partage vos idées anti-impérialistes et anticolonialistes, évidemment. Mais je vous trouve un petit peu chauvin, Périard, parce que c'est bien beau le Tamil Nadu, mais vos combats de justice sociale, vous auriez quand même pu les étendre un tout petit peu. Hein, je vous rappelle que suite à une légère erreur de navigation d'un certain Christophe Colomb, il n'y a pas des Indiens qu'en Inde, en fait. Bon, bien sûr, c'est pas sûr que nos dieux ils aient beaucoup apprécié quand même votre ferveur anti-religieuse si vous aviez pensé à regarder de l'autre côté de l'océan. Vous avez osé dire « Celui qui propage l'idée de Dieu est une canaille, celui qui adore Dieu est un barbare ». Je ne vous permets pas, je ne suis ni une canaille, ni un barbare. Je suis l'incarnation du Dieu Soleil lui-même, rien de moins. Alors, moi je ne suis pas là pour distribuer des tracts anticléricaux, mais pour gouverner un empire avec la bénédiction divine. Bah, merci beaucoup. On peut les applaudir. Alors, public, ça va être à vous de choisir. Est-ce que vous êtes plutôt pour notre personnage indien Périard ou plutôt pour notre personnage indien, mais pas tout à fait indien, Atahualpa? Alors, qui est pour Périard? Levez la main. Qui est plus donc pour Atahualpa, le personnage donc indien? Ah, on a moins de moins qui s'élèvent. Donc là, c'est Périard qui marque le premier point. Après chaque jeu, je vais vous faire un petit peu de point de contexte, notamment pour notre personnage indien. Donc, en fait, il faut savoir qu'à l'époque de notre personnage, le sous-continent indien est encore donc sous la domination des Britanniques depuis environ le XVIIIe siècle, en fait, environ 1757. Et donc, les Britanniques ne veulent pas perdre ce qu'ils appellent à l'époque le joyau de la couronne, donc l'Inde. Et là, il faut vraiment imaginer qu'à l'époque, donc la violence
du pouvoir colonial se font dans l'autre violence, donc on a dit celle du système des castes qu'on a évoqué, et vraiment les Britanniques s'appuient dessus, et les Britanniques collaborent avec donc, les brahmanes qui sont à l'époque au sommet de, enfin même encore un peu aujourd'hui, au sommet de ce système de castes, dans le but vraiment de maintenir un système profondément inégalitaire. Et donc on a vu beaucoup d'auteurs aujourd'hui s'accordent pour reconnaître que la caste était quasi inexistante dans le sud de l'Inde et qu'elle a été en fait importée du nord de l'Inde par les brahmanes. Et on voit que les contestations et les mouvements indépendantistes se font de plus en plus virulents alors que les Britanniques tentent de les contenir selon leur doctrine, en fait divisée pour mieux régner, effectivement. Alors, on va passer à notre deuxième joute où là, on va garder l'un de nos personnages, on va garder Périllard qui va rester sur scène et je rejoins donc, on demande à un nouveau personnage de venir, une certaine Emma Wedgwood, mais que vous connaissez peut-être un petit peu mieux sous son nom de femme mariée, une certaine Emma Darwin, il me semble. On va en parler. Alors, Emma, c'est à vous de commencer. Ok. Bonjour, moi, je m'appelle Emma. Bon, alors souvent, les gens me connaissent pas trop. Ils connaissent plutôt mon mari, qui a parlé des animaux, de l'évolution. Et pourtant, moi, j'ai été celle qui l'a aidé à écrire et à pas se faire tuer. Parce qu'à l'époque, c'était quand même un révolutionnaire de dire que l'homme descendait des animaux dans une époque victorienne où l'Église était en phase de, comment dire, difficulté et pouvoir à récupérer. Bon, ça c'est le contexte. Moi, au final, j'étais à la maison, je gérais des salons, j'ai quand même eu plus de 5 enfants avec cet homme. Et sa théorie de l'évolution, bon, tout le monde m'a oublié, mais en attendant, c'est moi qui l'ai aidé à concilier foi et science. Même si lui, il n'y croyait pas trop. Ça nous a mené à des débats dans toutes les pièces de la maison, et au final, je l'ai quand même bien influencé. Mais j'en garde sous le coude, ou plutôt dans la maison, dans le bol de soupe, et je vous raconterai les détails un peu plus tard. Périllard, à vous encore de vous présenter pour le public, et après, tout à l'heure, vous pourrez vous faire le clash. Encore une fois, bonjour, cher public. Bonjour Emma, je suis ravie de faire votre connaissance. Nous aurions peut-être eu plus de chance que de se rencontrer qu'avec le précédent concurrent, vu que vous êtes anglaise et que les Anglais ont eu quelques rapports un peu conflictuels avec l'Inde. Mais vous savez, j'indiquais tout à l'heure que j'ai mené une grande partie de ma vie contre la puissance coloniale, mais aussi contre les brahmines, contre les brahmanes, comme on les appelle en français. Et on a pu me reprocher un aspect un peu trop puritain, en me disant, mais du coup, cette critique que tu fais contre le système de caste, cette critique que tu fais contre les brahmanes, ça veut dire que dans la rue, si tu rencontres un brahmane, forcément, il faudra lui couper la tête. Et je ne crois pas que ce soit le cas. Je crois qu'on peut dénoncer des oppressions sans vouloir forcément tuer son adversaire personnellement. Donc, ne vous inquiétez pas. En tant qu'Anglais, je n'ai rien contre vous. Au contraire, j'aimerais un peu rappeler, en profiter pour parler un petit peu plus du Self-Respect Movement, qui était un mouvement, comme je l'ai dit un peu plus tôt, qui luttait contre toutes les formes de domination. Et il faut dire que dans le Tamil Nadu, durant la première moitié du 19e siècle, ce Self-Respect Movement comptait une majorité de femmes, y compris des femmes non mariées et des veuves. Et c'est là que ce mouvement a réussi à remporter une adhésion locale et féminine. Certains ont décrit mon mouvement comme proto-féministe. On a aussi considéré que l'œuvre de Marx était proto-féministe. Je dirais que la mienne était encore plus, puisque vraiment, c'était dans l'identité même de ce que le Self-Respect Movement portait, que je défendais le droit des femmes. Et pour ça, je m'inspirais beaucoup d'un terme tamoul qui décrit le mariage, qui porte en lui le fait que normalement, entre un homme et une femme, il n'y a pas cette idée de domination et de soumission, mais plutôt fondamentalement un compagnon de vie. Et un compagnon de vie, c'est comme quand vous considériez un ami, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vous accompagne et que vous considériez comme égal. Et dans ce que vous décrivez de votre relation avec Darwin, je sens pas exactement, je sens cette envie d'aller vers du compagnonnage de vie, et que derrière, il y a quand même eu beaucoup de soumission. Alors je suis assez sensible à votre histoire, et j'aimerais bien en savoir plus. Emma, à vous de répondre, vous avez 1 minute pour vous un peu attaquer votre adversaire aussi. Eh bien, dites donc, vous parlez du droit des femmes et vous avez dit, comme vous êtes anglais, je pense que vous m'identifiez à mon mari. Moi, je suis Emma Darwin.
pas Charles Darwin. Bon, ça, c'est déjà le début. Ensuite, vous dites que nous faisions du compagnonnage. Eh bien, vous n'avez pas lu les pages que j'ai écrites entre ces différents livres et toutes les relectures que j'ai faites et mon self-control aussi. Parce que je vous signale que même si c'était moi qui anticipais toute la vie de famille, plus les repas, c'était moi aussi qui élevais le self-control de ne pas le laisser partir dans des théories absurdes et, quand la colère me gagnait, de ne pas verser quelques gouttes de plantes qu'il avait identifiées comme nocives pour l'espèce humaine que j'aurais pu mettre dans sa soupe. Sans quoi, la théorie de l'évolution se serait arrêtée avant même d'être publiée. Donc s'il vous plaît, ne dites pas que j'étais juste un compagnon un animal ou un compagnon juste de compagnie. J'ai été influente et puissante dans cette évolution scientifique. Merci. Périard, c'est à vous de répondre pour votre dernière réponse. Merci de rebondir. Et effectivement, je pense que j'étais un peu dure dans votre façon de considérer votre relation. J'essaye juste d'imaginer ce qu'aurait pu être votre vie si effectivement vous aviez dédié tout ce temps et toute cette énergie mentale dans la recherche scientifique et dans un vrai dialogue scientifique beaucoup plus approfondi avec Charles Darwin, dans autre chose que dans la gestion domestique de votre ménage et dans l'entretien, enfin, dans la mise aux soins des enfants de Charles Darwin. C'est pas une chose contre laquelle je suis contre, et j'ai bien conscience, justement, au contraire, j'admire la façon dont vous avez accompagné les travaux de Charles Darwin. Ce que je trouve profondément injuste, c'est que je me dis, si vous aviez pensé un peu plus à votre forme et à la façon de relationner, vous auriez pu aller encore plus loin dans cette théorie de l'évolution ensemble, plutôt que Charles Darwin appuyé par Emma Darwin. Mais c'est bien tout à votre honneur d'avoir fait ça. Je sais qu'il y a le poids de l'époque et le poids d'un système. J'aimerais juste aussi revenir sur le fait que vous étiez profondément croyante. Et je pense que parmi les choses qui pourraient freiner à la connaissance scientifique, il y a ce poids de la religion qui, comme en Inde avec ce brahmanisme qui fait accepter aux gens la domination, là peut-être qui vous bloque dans ces réflexions scientifiques que vous avez pu avoir. Et peut-être que pas seulement cette forme de relation et de soumission d'une certaine manière que vous avez à Charles Darwin pouvait vous freiner dans votre raisonnement, peut-être que la religion n'a pas toujours été un élément moteur pour aller un pas plus loin dans vos recherches. Merci beaucoup. Public, ça va être à vous. On peut les applaudir. Ça va être à vous de voter. Je disais donc, est-ce que vous êtes plus pour Emma Wakewood, donc Darwin, ou pour Périard? Alors déjà, si vous voulez voter pour Emma, levez la main maintenant, s'il vous plaît. On a quelques mains qui se lèvent. Est-ce que vous êtes plus pour Périard? Là, je pense qu'on a plus de mains. Et donc bon, félicitations, c'est Périard qui remporte. Bon, on a quand même une joute après qu'on va faire pour la belle. Donc, je vais quand même donner encore un petit peu de points de contexte, justement, sur l'époque de Emma Darwin. En fait, on est vraiment à l'époque victorienne. Et il faut vraiment penser que l'époque victorienne, donc c'est ce qui correspond au règne de la reine Victoria du Royaume-Uni. Et c'est vraiment une époque d'apogée pour ce pays parce que, notamment en termes de prospérité économique, culturelle et tout. Côté littérature, si jamais vous ne l'aviez pas en tête, c'est aussi l'époque de Charles Dickens, Lewis Carroll, Arthur Conan Doyle, les sœurs Brontë, donc c'est vraiment une époque comme ça. Et ce qui est intéressant aussi avec Charles Darwin, c'est qu'effectivement, même si c'est lui même s'il a contribué à faire connaître l'idée de développement d'un mécanique de filiation entre les espèces, c'était pas le premier, ça avait déjà été avant, mais lui, par son ouvrage Origine des espèces en 1859, il a vraiment mis cette théorie sur le devant de la scène. Alors, pour notre donc troisième débat de cette joute, je réinvite Atahualpa à revenir sur scène. Parce que même si Périard a gagné 2 points et donc va en finale, on va quand même faire cette joute pour voir qui va être le deuxième de cette poule. Et donc, Atahualpa, je vous invite à commencer. Rebonjour, c'est donc le débat des vaincus, mais j'ai un peu l'habitude du coup. Alors, malgré l'ignoble trahison de cet imbécile de Francisco Pizarro, ne pensez pas que je sois un simple roi déchu ou un homme vaincu. Je suis un symbole vivant de la résistance face à l'envahisseur. Manifestation divine sur terre, mon peuple m'a toujours estimé et vénéré. Et cette adoration n'a pas pris fin avec ma mort. Non, elle a fait que grandir. Contrairement à des noms que l'histoire a oubliés, parfois, le mien, tel un écho à travers les Andes, est devenu un mythe. Celui de l'Inkari qui annonce mon retour triomphal.
Certains disent que mon corps, démembré et enterré, est en train de se reformer sous terre et que je vais revenir. Alors moi, personnellement, ça me va, parce que ça fait un moment que j'ai pas vu le soleil. Ma légende a traversé les siècles, inscrite dans la mémoire des habitantes et des habitants des Andes, qui, selon leurs besoins, se sont emparés de ma figure héroïque. Vous voyez, même après mon départ tragique, mon nom incarne encore aujourd'hui la lutte contre l'injustice et la colonisation. Alors, souvenez-vous de moi non seulement pour l'or et le pouvoir que j'ai possédé, franchement j'en avais pas mal, mais aussi pour le respect et l'admiration que j'ai inspiré et qui perdurent bien au-delà de ma mort. Mon héritage à moi est toujours bien vivant, croyez-moi. Même au millénaire suivant, je fais toujours la fête, figurez-vous. Dans les villages des Andes, on revêt mes habits royaux lors des fêtes villageoises, où je me retrouve à affronter le fantôme de cette canaille de Pizarro, parfois pour mourir, encore, parfois pour survivre, mais toujours pour danser aux côtés du saint ou de la sainte patronne et des villageois et des villageoises. Il paraît même qu'on écrit des thèses sur ces fêtes, c'est dire mon importance. Emma, à vous. Bon, c'est vrai, vous avez raison, hein, le côté bande des vaincus. Moi, je vais rajouter des invisibles du temps qu'on y est, parce que là... hein bon, c'est vrai que vous avez été un peu plus visible que moi, mais bon, enfin, en fait, je l'ai été. C'est juste que les gens ne savent pas regarder entre les lignes. C'est vrai que dans une société clairement athée, qui prône le chaos, et qui, en plus, est un petit peu machiste, dominée par des mâles égocentristes, bon, on est mal barré. Bon, en attendant, je m'appelle toujours Emma Darwin. Hein. J'ai quand même eu une panoplie d'enfants avec cet homme que tout le monde disait taré à l'époque. Moi, j'ai cru en lui. J'ai cru, j'avais la foi. Comme quoi, c'est utile, hein, Dieu. Alors oui, mon mari n'était pas d'accord avec moi. Oui, la majorité des gens à l'époque, c'était la même chose. En attendant, je suis peut-être invisible. Bon, je suis peut-être vaincue par un Indien, là. Mais j'ai aidé à écrire. Et même si j'étais invisible, mon empreinte allait rester. Et je sais qu'il y en a plein d'autres pour qui c'est le cas. Donc vous inquiétez pas, on continuera ensemble. Qu'est-ce que vous avez quand même à répondre à Atahualpa ? Alors, chère Emma Wedgwood, je ne vais pas m'attarder sur le fait que vous ayez épousé votre propre cousin. Chacun ses traditions. Et puis chez les Incas, on n'est pas très bien placé parce que les empereurs Incas, nous, on pouvait épouser nos propres sœurs. Alors bon, on fait un peu plus... pas dans la demi-mesure chez nous. Bon, alors je comprends que vous ayez soutenu votre mari dans ses travaux révolutionnaires. Mais laissez-moi quand même vous rappeler que pendant que votre cher Charles s'extasiait devant des pinsons et des tortues, les Incas avaient résolu des questions scientifiques bien plus complexes quand même. Nos réseaux d'irrigation feraient pâlir n'importe quel ingénieur. On gérait des milliers de kilomètres de terrasses agricoles, on domptait les montagnes, on modifiait le climat. Parce que peut-être que Darwin a découvert l'évolution, mais nous, on maîtrisait l'adaptation des plantes pour les faire pousser à des altitudes impossibles. Bon, assez parlé de votre mari, hein, tout le monde vous ramène toujours à ça, j'imagine. Je comprends pas vraiment, par contre, vos états d'âme sur cette supposée incompatibilité entre la science et la religion. Chez nous, les dieux et la science cohabitent parfaitement. Nos astronomes observaient les étoiles pour déterminer les récoltes et organiser des rituels, tout en construisant des temples qui, en plus d'être splendides et très durables, s'alignent parfaitement avec les solstices. Et tout ça sans avoir besoin de détruire un seul dieu au passage. Alors, Madame Darwin, si vous voulez des leçons de science et de spiritualité, je vous invite à venir faire un tour chez nous dans les Andes, où on vit avec la montagne, tout en gardant nos dieux heureux. Qu'est-ce que vous avez à répondre, Emma ? Bah merci, c'est sympa, un voyage gratuit après avoir été invisibilisé par l'homme que j'aimais, c'est cool, déjà. Et puis bon, toujours me renvoyer à ce rôle de femme. Moi, j'étais heureuse, hein. Je comprends pas pourquoi, dans ces religions polythéistes ou ce chaos indien, je comprends pas pourquoi on considère qu'une femme ne peut pas s'épanouir dans son rôle de femme et de recherche, certes un peu caché, mais moi j'aime bien l'influence dans les salons privés, etc. Hein, j'aime bien nourrir par le ventre. Les gens après oublient ma présence, mais c'est là, voilà. Bon, et sinon c'est sympa votre ingénierie, mais au moins mon mari et moi, parce que voilà, j'ai quand même participé, même si on m'oublie encore. Mon mari et moi, on n'était pas juste sur les bâtiments et les plantes. On a remis l'humain au centre du monde, en l'incluant à la nature. Alors bon, il serait temps de
changer un peu la donne. Hein. Et en plus, pour ceux qui l'oublient, mon mari m'a quand même épousée. Certes, c'était mon cousin, mais je peux vous dire qu'il y en a que c'était pire. Et en plus, on a quand même eu une lignée qui a duré jusqu'en 1900. Donc, c'est pas mal. Merci beaucoup. Bon, pour le public, c'est à vous de déterminer. Alors, est-ce que vous êtes plus pour Atahualpa? Levez la main, s'il vous plaît. Oh, beaucoup de mains se lèvent. Qui est plus pour Emma? Donc, je pense que c'est Atahualpa qui était le deuxième de cette poule. Félicitations. Justement, avant qu'on commence les joutes de la deuxième poule, petit point de contexte sur Atahualpa. Alors, en plus... Moi, c'est une époque qui me passionne parce que vraiment, il faut imaginer que lorsque les Espagnols ont colonisé l'Amérique centrale et donc provoqué la chute des Aztèques, et en fait, ils avaient entendu parler avant de cet empire qui était plus au sud où il y avait de l'or en abondance, Birú, qu'on dira plus tard Pérou. Et vraiment, l'or, c'est une obsession pour les Espagnols depuis l'époque de Christophe Colomb. Parce que vraiment, justement, au début de la colonisation par les Espagnols, ils étaient un peu déçus parce qu'ils n'avaient pas trouvé beaucoup d'or, alors que c'était vraiment un des objectifs. Et donc, après plusieurs tentatives, Francisco Pizarro finit par arriver sur les côtes de ce royaume avec quelques conquistadors. Et là, à cette époque, l'Empire Inca était déjà un petit peu affaibli par des guerres intestines. On l'a vu tout à l'heure, en fait, où Atahualpa avait attrapé son propre demi-frère. Et donc, ça explique pourquoi l'Empire Inca est tombé plutôt facilement après la capture de son empereur Atahualpa. Et vraiment, une dizaine d'années plus tard, la conquête de ces territoires donne lieu à la création de la vice-royauté du Pérou en 1542, qui appartient à la couronne espagnole, et ce, jusqu'au 19e siècle. Alors, mesdames, messieurs, on va commencer les joutes de la poule B. Alors, j'invite à venir sur scène donc Louis-François et Juan. On les encourage. Oui. Bonjour, alors, moi, c'est Jean. Je vais commencer par vous présenter un peu mon enfance. Moi qui suis né en 1892 à São Paulo. Je me rappelle bien la fraîcheur de ce temps-là. Quelle idée aussi de se mettre la tête dans le ruisseau pour se réveiller. J'ai vite arrêté ce petit délire. Mais c'était le bon temps. La verdure de tous les côtés du Saracura, le quartier de Bexiga au milieu de la vallée, et la ville qui se métamorphose chaque jour. Et maman qui danse, sa peau d'un noir des plus mat qui flamboie devant le feu. Ah, ça me rappelle une chanson d'ailleurs. Je suis pas chanteur, je suis plutôt footballeur, mais allez, je vais me permettre. Quand la samba naissait, va à Bexiga pour voir, va à Bexiga pour voir. La samba de maman levait la poussière. L'asphalte couvre aujourd'hui notre sol. Souvenir que j'ai du Saracura, saudade de mon enfance. Et le lendemain, au fond de la vallée, c'était la capoeira des hommes, entre les roseaux. Bon, ça aussi, c'est fini. C'était déjà interdit à l'époque, mais très vite, le quartier de plus en plus intégré dans la ville, ça a signifié aussi de plus en plus de police. Alors, on ne pouvait plus faire des choses comme ça. Mais surtout, c'est l'époque de l'implantation du football à São Paulo, l'avant-garde du Brésil. Et pour moi, c'était la découverte, en 1902, je crois. Alors, on essayait encore de prononcer le mot du sport à l'anglaise, football. Mais dès qu'il a vécu parmi nous, c'est devenu le football. Et enfin, c'était le temps des Britanniques. Nous, on avait l'âge de faire la course pour monter en haut des pins, pour aller espionner les matchs des Anglais sur le vélodrome. Et puis, ouais, c'était avec mes amis Cesario et Zé. Le puissant shoot de Charles Miller, le ballon qui vole, victoire du São Paulo Athletic Club. Et les parties de cache-cache, où je me mettais sous la barque du vieux José. C'est lui d'ailleurs qui m'avait façonné cette boule de caoutchouc, avec fruit de notre Amazonie, qui disait, pour qu'on l'on puisse jouer un peu. On frappait la balle les yeux fermés. Merci beaucoup. Louis-François, c'est à vous. Bonjour, je m'appelle Louis-François, pas François-Louis, pas Pierre non plus. Pierre, c'est mon frère, Pierre-François. Il est plus petit.
Enfin, on est grand pareil, mais c'est mon petit frère. Donc c'est pas parce que Pierre a une page Wikipédia et pas moi qu'il faut ramener toute la couverture à lui. Hein. J'ai été chef scout avant lui. Et les clubs UNESCO, c'est moi. Bref, moi, c'est Louis-François. Ok, c'est un nom banal. Tout de suite, Joaon, Sougaé, ça sonne mieux, c'est vrai. Et puis Louis et François, ça fait 2 noms de rois. C'est le comble pour un démocrate. J'ai la monarchie en horreur. La loi doit être uniquement l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement à sa formation. La loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Et le roi, on l'a bien puni avec cet article. Comment ça, quel article ? Ben l'article 6. Comment ça, c'est-à-dire ? L'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, enfin. Non mais vous savez, à ne pas connaître ces classiques, on s'est retrouvé avec les nazis dans Paris en juin 40. Je n'ai pas été reçue 2e à l'agrégation d'histoire géo pour voir de mes propres yeux reculer l'idéal de la Révolution française et de la République. Le général et moi, on était bien d'accord pour dire que la République ne se discute pas. La République, c'est la République. On rigolait bien avec ce bon Charles. On s'est un peu fâché quand même en 68. Vous voyez ce que je veux dire. Car on ne plaisante pas avec la démocratie et les droits de l'homme. Je peux vous dire que mes élèves à Henri IV, ils les ont appris par cœur. Article 12 ? Oh là 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 là, vous n'avez visiblement pas eu un bon prof d'histoire géo. Plus facile, article 1er. Non mais vous voyez ? Non mais c'est la cata, ça cafouille, c'est une catastrophe. Il nous faut vraiment revoir les programmes d'éducation civique et je plaide pour que nous pensions véritablement l'éducation à la citoyenneté. Mon temps est écoulé, je vous en parle un peu après. Merci. Qu'est-ce que vous avez à répondre, Joa ? Démocratie, démocratie. Vous arrêtez pas de dire, vous n'avez que ce mot-là à la bouche, mais quand c'est pour écouter l'avis des autres et les autres façons de faire que vous, là, vous écoutez beaucoup moins les autres. Hein. Moi, j'ai l'impression que si je vous avais rencontré à l'époque où j'étais enfant, vous auriez voulu m'apprendre à jouer au football, alors que nous, on jouait comme on voulait, où on voulait, et c'était ça la meilleure façon de jouer, et c'est comme ça qu'on a construit le football. Alors que vous êtes tout le temps à donner des ordres à tout le monde, et moi, ça me plaît pas. Qu'est-ce que vous avez à répondre ? Dites, Joao, vous avez beau être fictif, hein ? Vous avez remarqué qu'on a presque le même âge ? 12 petites années nous séparent, on aurait pu être copains. C'est pas beaucoup, 12 années à l'échelle de l'histoire. Je crois qu'on peut s'entendre, d'autant que je suis très touchée par votre histoire de Gavroche brésilien. La bibliothèque de mon père recélait d'ouvrages républicains, socialistes et marxistes. Je les ai lus. Bon, j'ai un peu adhéré au RPF, mais c'est De Gaulle, hein, il me foutait la pression. Ce que je veux vous dire, c'est que la citoyenneté politique est possible, mais il faut des conditions sociales pour cela, notamment matérielles et économiques. À quoi bon développer les clubs UNESCO si nous tolérons la misère chez nos prochains ? On ne peut pas être un bon citoyen de son pays sans être en même temps un bon citoyen du monde. Comment être heureux si les autres ne le sont pas ? Vous n'aimeriez pas être heureux avec moi ? Je crois qu'il y a moyen de développer les clubs UNESCO au Brésil. On rencontre dans les clubs des Américains, des Burkinabés, des Portugais, des Japonais. J'arrive, Sougaé. C'est incroyable les clubs, vraiment. De plus, j'ai cru comprendre que ça battait un peu de l'aile avec votre italienne et votre libanaise. Dans ce métissage international, je suis sûre que Cupidon peut encore décocher sa flèche. Pour ma part, je reste fidèle à ma petite Huguette, ce qui ne m'empêche pas, évidemment, d'embrasser le monde. Merci beaucoup, public. On peut les applaudir. Est-ce que vous êtes plutôt pour le Brésilien, footballeur brésilien, ou est-ce que vous êtes plutôt pour le défenseur des droits français ? À vous de voter. Qui est pour le Brésilien, Joao ? Levez la main. Ah, ça va être serré, je pense. Et donc, qui est pour le français ? Oh, 1 point pour le français Louis-François. Félicitations !
Avant donc la deuxième joute, je propose aussi là aussi un petit point de contexte sur le Brésil. Donc notre personnage s'inscrit vraiment en jouant j'essaie de le dire bien, dans l'histoire urbaine. Il faut vraiment imaginer qu'il est né donc a priori vers 1892 dans une ville plutôt régionale brésilienne de 100 000 habitants, Sao Paulo. Et il faut imaginer que quand il est mort en 1950, Sao Paulo avait compté 2,6 millions d'habitants. C'était vraiment en une cinquantaine d'années, la ville a explosé. Et il faut imaginer aussi que le football est arrivé au Brésil suite c'est un étudiant britannique qui l'a amené dans ses valises. En fait, c'est comme ça que ça s'est popularisé, d'où le nom, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, de football. Et il faut aussi voir que c'est à ce moment-là qu'on a les premières compétitions qui commencent à s'installer, vraiment où on a les bourgeois, juste à côté des bourgeois. Et à la fin de sa vie, en 1950, le Brésil vient organiser la 4e Coupe du Monde. Et que la sélection nationale perd en finale face à l'Uruguay au Maracanã, le stade mythique qui avait été construit pour l'occasion et qui pouvait accueillir 200 000 spectateurs, donc un drame national à l'époque. Et vraiment, le Brésil est devenu un grand pays de football et c'est vraiment le football fait partie maintenant de l'identité du Brésil. Alors, on va passer à notre deuxième joute. J'invite donc notre personnage japonais à nous rejoindre. Et oui, c'est vraiment une joute internationale qu'on vous propose aujourd'hui. Donc Sugae, je vous propose de commencer. Bien, merci. Du coup, moi, je m'appelle Sugae Masumi. Je suis née en 1754 au Japon. Et en fait, tout petit, je me forme aux lettres japonaises. J'adore la poésie. On me forme à la médecine, à l'étude de la botanique. Et petit à petit, je prends goût au voyage parce que finalement, ça se fait beaucoup à cette époque. On adore voyager, surtout. C'est un moment où la science, les savoirs scientifiques se forment et on apprend beaucoup par la pratique. Et du coup, dans les années 1780, je décide de me lancer dans un long périple de plus de 40 années et je pars pour le nord du Japon. À cette époque, c'est un peu un territoire perçu comme sauvage parce qu'il a été récemment pacifié et surtout parce que l'île la plus au nord du Japon, Hokkaido, vient à peine d'être soumise par l'autorité du Bakufu. Et donc, j'ai voyagé durant 40 ans dans les provinces reculées du Nord, où il peut neiger jusqu'à 5 mètres de neige durant l'hiver, vous imaginez ? Et tout au long de mon voyage, je n'ai pas cessé d'écrire dans des carnets tout ce que je pouvais observer. J'ai écrit au total 80 carnets de voyage, dans lesquels figurent de nombreuses descriptions des cultures locales, des traditions religieuses, des chants traditionnels, des danses, etc. Et finalement, je mets dans ces carnets, je mets en lumière toutes les populations locales, leur histoire, et leurs croyances surtout. Je parle aussi de la faune locale et je mets de nombreuses illustrations que j'ai moi-même réalisées pour représenter fidèlement ce que j'observais. Elles sont riches en couleurs et en détails, elles illustrent ces territoires du Nord qui commencent un petit peu à intéresser le reste de la population à cette époque. Finalement, on les compare généralement à notre époque au carnet d'exploration des premiers ethnologues du 19e siècle en France. Et c'est un peu comme ouvrir une fenêtre sur le passé quand on les consulte. Ce sont aujourd'hui, dans de nombreux cas, les premières traces écrites de culture immatérielle et c'est un héritage précieux pour les ethnologues et scientifiques d'aujourd'hui qui étudient les cultures populaires du nord du Japon. Et je laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, moi, je vais vous présenter un peu ma vie d'adulte maintenant, pour vous exposer l'histoire de ma ville, comme on vous a dit, São Paulo, que vous connaissez mal, je crois, vous, les gens de Paris. Au contraire de l'inverse, hein. Moi, qu'est-ce qu'on m'a gavé avec Paris ? Je me rappelle, dans les années 1910, j'avais même suivi la lecture d'un roman Paris d'Émile Zola dans les réunions que les anarchistes organisaient pour les ouvriers. C'était l'époque pour moi du futebol de várzea, c'est-à-dire que la ville se construisait partout où on pouvait trouver un terrain solide, mais nous, on avait trouvé quand même des terrains pour jouer encore, les várzea, ces plaines inondables au bord du fleuve ou des rivières tout autour de la ville. On y pratiquait notre football dans des matchs plus ou moins informels. Tout le monde était amateur, mais il y avait parfois beaucoup de public et en résultait alors des conflits qui nécessitaient parfois l'intervention de la police. Mais c'est dans les várzea du nord de la ville que se sont bâties certaines des équipes qui ont quelques années plus tard ont eu le droit de jouer dans le championnat des bourgeois. Vous connaissez peut-être le club Corinthians Paulista. Malheureusement, j'ai jamais eu l'occasion d'y jouer, mais je les ai plusieurs fois affrontés quand ils étaient encore dans la várzea. J'ai été fier alors de voir que mon style de jeu, tout en dribble et en passement de jambes, avait pu atteindre les plus grands stades de la ville.
Mais cette ville, elle grandissait trop vite, les loyers augmentaient. Et un peu avant 1920, je suis parti par le petit train au nord, au-delà du fleuve, dans les quartiers loin. Et j'apportais là des briques dans ma charrette et on y bâtissait une nouvelle maison par jour. Ce fut l'occasion de bâtir de nouvelles équipes aussi, de se confronter à tous les quartiers de la ville. J'ai notamment endossé le rôle de coach pour une équipe d'enfants à Guapira. Je voulais leur apprendre toutes les techniques du football de Várzea. Certains sont devenus des idoles des plus grands clubs de la ville, les Corinthians Paulista, des Palestra Italia ou encore le São Paulo FC, car les clubs commençaient alors à s'échanger les joueurs contre de l'argent, et les meilleurs joueurs pouvaient même y gagner leur vie, illégalement, mais donc de façon déguisée dans les années 1920, mais officiellement à partir de 1933. Ce fut le cas du fils que j'ai eu avec une couturière de la communauté libanaise de São Paulo. J'ai ainsi participé à la construction de notre pays du football, éclatant la face du monde, car ce gamin, il était à la sélection brésilienne de la Coupe du Monde de 1950. Bon, ok, il a joué aucun match, mais c'était la Coupe du Monde chez nous, au Brésil. Et cette finale que nous avons perdue, contre toute attente. Ah, le drame national. Je suis mort quelques mois plus tard, d'ailleurs. Merci. Sougaï, qu'est-ce que vous avez à critiquer de votre adversaire? Eh bien, c'est vrai que je vois que vous parlez beaucoup de football. Vous mentionnez rapidement votre enfant, mais moi, je pensais à toutes les victimes que vous avez laissées dans le sillon de la carrière que vous envisagiez, ces compagnes que vous aviez fréquentées, avec lesquelles vous avez fait des enfants, puis que vous aviez abandonnées. Et oui, parce que vous étiez un peu trop occupé à boire, à jouer aux jeux d'argent. Mais bon, à la limite, on vous le pardonne. C'est vrai que vous veniez d'un contexte un peu défavorisé. Peut-être que le point qui nous rapproche finalement, c'est qu'on poursuivait tous les deux une carrière, quelque chose d'un peu qui sortait de l'ordinaire. Vous, une carrière de football alors que ça commençait à peine à exister. Moi, une carrière d'érudit dans les lettres, alors que finalement, à l'époque, ça ne constituait pas un métier. Mais moi, au moins, j'ai servi à la société. C'est vrai que j'apprenais à lire et à écrire aux populations que je rencontrais. Je partageais les savoirs. Je me renseignais. Avec d'autres, je formais des sociétés. On parlait pas forcément politique, mais on étudiait des anciens textes. On révolutionnait un petit peu le monde. Et surtout, on commençait à mettre à l'écrit des savoirs sur la science, la botanique, etc. Donc voilà. Merci. Oui, merci de rappeler les passages les plus compliqués de ma vie. On n'a pas tous une vie facile à se balader comme ça au Japon pour lire 3 textes et voilà, ça fait une carrière. Érudit, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. Hein. Moi, ce que je sais, c'est que vous avez passé votre temps à lire des textes, à en parler, à même pas en publier vous-même. On dit de vous, j'ai entendu dire que vous étiez un piètre poète. Mais c'est pas moi qui le dis, hein, j'ai jamais lu, mais c'est ce que j'ai entendu dire. Voilà. Vous n'avez pas vraiment créé grand-chose, vous n'avez pas fait grand-chose de votre vivant. C'est tant mieux pour ceux qui vous redécouvrent maintenant d'avoir une source, mais sinon, vous n'avez quand même pas participé grandement à l'histoire de votre pays, alors que moi, j'ai participé à créer le pays du football. Merci beaucoup. Bah dis donc. Public, ça va être à vous de décider. Est-ce que vous êtes plutôt pour Sougaï le japonais ou pour João le brésilien? Alors déjà, pour le japonais, levez la main. Oui, on a quelques mains qui se lèvent. Et qui est plutôt pour le brésilien? Oui, bon, alors voilà, félicitations. Alors, donc nous avons maintenant juste un petit point de contexte avant de passer à la dernière joute. Alors, pour le point de contexte japonais, je vous avoue que ne parlant pas du tout japonais, ça va être un peu compliqué pour moi de dire certains termes. Mais déjà, du point de vue national, en fait, là, à l'époque où visait Sougaï, on est vraiment donc la période Edo, qui est une des plus connues périodes au Japon. C'est une période où, malgré une fermeture plutôt relative du pays, on a une vraie vie culturelle et intellectuelle qui est en expansion. On voit que l'accès à l'éducation se démocratise. On a effectivement, comme on l'a vu, des publications de livres et de la littérature de voyage aussi qui permettent d'en connaître plus sur la faune et la flore. Voilà, c'est pour vous donner un petit peu de contexte. Alors, notre dernière joute,
On va voir si notre personnage Louis-François arrive à marquer son deuxième point, et dans ce cas, serait effectivement qualifié en finale. Mais si jamais Sugae gagne, donc on aurait une égalité entre nos trois personnages, et donc il y aura un dernier tour où chacun devra vous donner un dernier argument pour vous décider à les départager. Donc vraiment là, écoutez bien, ça va être important de savoir qui passe en finale. Donc Louis-François, c'est à vous. On dit que je ressemble à Beckett parce que je suis grand et que j'ai de grands bras. Je ne sais pas trop quoi en penser, mais je vous confirme que mon physique a fait son petit effet quand j'étais inspecteur d'histoire-géographie. À chaque fois que je passais dans un établissement scolaire, la légende raconte qu'un club UNESCO naissait. Je n'ai aucun mérite, je ne faisais que rapporter le message de l'UNESCO. Les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. Toute ma vie, j'ai milité pour qu'on entende cela. Et les enseignants d'histoire géo étaient très motivés avec moi pour réunir des élèves volontaires et travailler avec eux la construction démocratique en même temps que celle d'un monde de paix. C'est cela, l'éducation à la citoyenneté dont nous avons besoin. Droits de l'homme, démocratie et large diffusion du savoir et des connaissances. Et tout cela dans l'action, le faire, les mains dans le cambouis. Il faut des têtes bien faites plutôt que des têtes bien pleines. C'est comme cela que se forgent les caractères, mais aussi les opinions. Notre devoir d'éducateur est d'accompagner la jeunesse jusqu'au seuil de la politique. Bon, je ne suis pas tout à fait parvenue à me faire entendre au ministère. C'est quand même en partie grâce à moi que vous avez de l'éducation civique à l'école. Il paraît que maintenant on dit EMC et que c'est chiant à mourir. Bon, moi, ce que je voulais, c'était pas une matière théorique. Si je n'étais pas mort, vous auriez eu du club UNESCO à la place du MCE, du ECM. Bref, de l'éducation civique sous un format club UNESCO top méga trop génial. Les mauvaises langues disent que j'étais un propagandiste forcené et que ma posture d'inspecteur forçait la main en quelque sorte aux enseignants. Baliverne! Déjà, je n'étais pas tout seul, sinon il n'y aurait pas eu de fédération française des clubs UNESCO en 1956. Et puis aujourd'hui, personne ne connaît les clubs UNESCO et leurs fédérations. Alors excusez du peu, mais pour un propagandiste forcené, on a vu mieux. Merci. Sugae, c'est à vous. Oui, du coup, oui, on m'a reproché d'être un savant qui n'a peut-être pas eu beaucoup d'héritage, qui n'a pas laissé beaucoup d'héritage, mais en réalité, j'ai laissé derrière moi plus de 80 manuscrits. Et non, je ne me contentais pas de me tourner les pouces avec mes collègues lettrés, mais en réalité, ensemble, on composait de la poésie. On faisait plein de choses très intéressantes. C'était aussi l'occasion d'avoir des activités intellectuelles avec plein d'autres personnes localement. C'était pas juste les aristocrates d'une société, non, au contraire, c'était parfois des paysans, c'était des médecins locaux, c'était parfois des femmes aussi, assez rarement, mais finalement mes carnets de voyage permettent aussi de retrouver l'histoire du petit peuple. Donc pour moi c'est quand même assez important comme héritage historique. Ça permet de ne pas oublier à quoi ressemblait la vie de personnes qui peut-être ont été un peu oubliées dans l'histoire, peut-être pas forcément représentées dans la plupart des documents historiques qu'on retrouve aujourd'hui. Et aussi, contrairement à d'autres peut-être, moi j'étais très proche du peuple. Je voyageais dans une période qui était très compliquée. Je suis passée dans des territoires qui avaient été très fortement touchés par des famines, par des mauvaises récoltes, surtout dans les années 1780. Là où je voyageais, il y avait des cadavres sur les bas-côtés des routes. Et je récoltais dans mes carnets de nombreux témoignages de locaux qui avaient vécu ces épisodes douloureux, qui avaient fait face aux famines, à la détresse et à la mort et à la perte de leur être cher. J'étais moi-même émue car je n'avais rien vu de tel auparavant. Aussi, j'étais un des rares voyageurs à ne pas être condescendant et hautain face à ces populations, au dialecte qui était quand même difficile à comprendre à l'époque. Aujourd'hui aussi, même un peu. Alors que d'autres les traitaient d'idiots et de sauvages, moi j'acceptais avec gratitude le maigre gruau de riz qu'on m'offrait en signe d'hospitalité. Et c'est pour ça que dans mes carnets, on retrouve de nombreuses conversations et témoignages de ce genre de personnes. Et c'est ce qui m'a permis de m'intégrer. Et voilà, c'est pas le cas de tout le monde de s'être intéressé au petit peuple. Louis-François, qu'est-ce que vous avez à répondre à votre adversaire? Ah, Sugae. Vous avez toute mon admiration. Imaginez-vous la chance pour un historien comme moi d'être face à une telle personnalité.
Rendez-vous compte, tout ce travail que vous avez mené, c'est une véritable mine d'or pour l'humanité. Si ce n'est pas déjà fait, il faudra absolument déposer un dossier et faire classer et répertorier votre travail et vos cahiers à l'UNESCO. Et puis le Japon est un haut lieu des clubs UNESCO, puisque c'est à Sendai, le 19 juillet 1947, qu'a été créé spontanément le tout premier club UNESCO. Sur les ruines de la Seconde Guerre mondiale, le mouvement japonais des clubs illustre bien la nécessité d'unir les peuples autour d'un idéal de paix. Comment voulez-vous, après Hiroshima, Nagasaki? J'ai beau avoir perdu 33 kilos durant ma déportation en Allemagne en 1942, je suis revenue. Et vous savez ce qui m'a maintenue vivant? J'ai gravé des poèmes sur les murs de ma cellule pour ne pas oublier la beauté. Qui sait? Peut-être était-ce des haïkus? Qu'est-ce que vous avez répondu, Sugae? Alors, je ne faisais pas de haïku, je faisais de la poésie waka, mais c'est pas grave. C'est vrai que vous vous présentez un peu comme un bienfaiteur, mais en réalité, il apparaît souvent que vous ne visez qu'une seule partie de la société, ceux qui ont les moyens. Que faites-vous du reste de la société? Des enfants issus de familles défavorisées ne méritent-ils pas votre attention également? Vous vous présentez être un résistant, un rebelle. Pourtant, vous avez adopté une posture plus. Vous avez fait le choix de pas adopter une posture plus politisée dans le cadre de votre projet. Pourquoi? Avez-vous peur de peut-être vexer un ami haut placé? Voilà. Charles. Merci beaucoup. On peut les applaudir. Vous l'avez compris, là, votre vote est très, très, très important. Est-ce que vous êtes plutôt donc pour Louis-François? Levez la main, notre défenseur des droits français. Oh, oh. Et qui est plus pour notre japonais? Oui, bah c'est serré, hein, c'est serré. Et donc, c'est le japonais qui emporte. Donc, nous avons une égalité. Et donc là, pour déterminer qui va en finale, nos 3 jouteurs vont avoir encore 30 secondes chacun pour vous convaincre. Et là, vraiment, ça va être à vous de déterminer lequel de ces 3 ira en finale. Donc là, vraiment, les derniers arguments que vous avez pour convaincre le public de voter pour vous. Qu'est-ce que je peux vous dire? Un peu vous raconter comment... Je vous ai dit que j'avais participé à bâtir le pays du football. Il faut que je vous explique un peu comment j'ai fait aussi. C'est un peu... mon héritage qui m'a permis de façonner le football avec mes pieds. Je vous ai parlé de maman qui dansait la samba, des hommes qui faisaient la capoeira. Et ben moi, j'ai mis un peu tout ça dans le football pour essayer de faire venir mon héritage afro-brésilien dans le ballon des Anglais. Et de jouer à notre façon. Alors moi, on m'a critiqué parce que je jouais pour perso, il disait, ou alors que je jouais pour le public, mais c'est pour moi la meilleure façon de jouer au football. Merci. Sugae, je vous en prie. Bien, moi, je vous avais dit que j'avais visité l'île de Hokkaido à la fin du XVIIIe siècle et je suis un des premiers, alors pas un des premiers à y aller, mais je suis un des premiers à y aller et à m'intéresser au peuple autochtone local, les Ainu, le peuple dont la langue a aujourd'hui presque disparu vu qu'elle n'avait pas de forme écrite. Et moi, je note dans mes carnets, je fais des dizaines de carnets sur la culture de ce peuple autochtone. Et surtout à cette époque, mes autres contemporains les imaginent comme des personnes sauvages qui n'ont pas de culture, qui n'ont pas de loi, et surtout ils sont incivilisés. Et moi finalement, je me passionne pour leur culture, j'apprends leur dialecte, je vis à leur côté durant des années, je les côtoie réellement, je me fais amie avec eux même. Et j'innove un peu même. Je suis passionnée de poésie et je décide de mélanger la poésie waka, donc qui est la poésie pratiquée par la cour impériale, donc la forme la plus ultime de la civilisation dans le Japon de cette époque. Et finalement, je crée de la poésie waka avec la langue ainu. C'est un peu original à cette époque. Finalement, je transcende un peu cette dualité entre le monde civilisé et le monde non civilisé des ainu. Voilà. Merci beaucoup. Louis-François, c'est à vous de terminer ce tour de parole. Bon. Il y a eu un petit malentendu à mon sujet. Qu'est-ce que c'est que cette histoire que je m'intéresserai pas au peuple? Mais vous êtes fous! Moi, tout ce qui m'a toujours animé, c'est l'humanisme. Ce sont les droits de l'homme, le projet de l'UNESCO, faire la paix dans le monde avec la culture, les sciences et l'éducation. Sur cette histoire un peu d'élitisme que vous avez pu me reprocher, je vais vous expliquer en un mot ce que j'ai voulu porter par là.
on a quand même un petit problème avec les cadres politiques dans notre pays, hein. Vous n'allez pas me contredire là-dessus, hein. Donc moi, ce que je voulais faire, c'était former des cadres dirigeants humanistes. Bon, bah voilà, hein, vous avez vu le résultat, il n'y a pas eu de bonne éducation civique et maintenant on n'a pas de gouvernement. Public, eh bien, c'est à vous de faire un ultime vote. Alors, est-ce que vous êtes plus pour Joel, le Brésilien? Levez la main. Merci. Est-ce que vous êtes plus pour notre scientifique et littéraire japonais Sugae? Levez la main. Et qui est pour Louis-François, le défenseur des droits français? Eh bien, c'est Louis-François qui va en finale. Félicitations. Louis-François, vous allez pouvoir rester sur scène, hein, parce que du coup, là, on a une finale. Donc, une finale, rappelez-vous, avec donc Périard, notre personnage. Là, on a deux personnages très politiques qui vont s'affronter, en fait, entre l'Indien et le Français. Et donc là, comment va se dérouler notre finale? Eh bien, ça va être vraiment très intense. Ils ont vraiment 30 secondes chacun pour, eh bien, vous donner leur dernier argument, se critiquer. Là, vraiment, en plus, deux politiques qui vont se critiquer, on va voir le résultat. Et vous, à la fin, devrez choisir. Messieurs personnages, est-ce que vous êtes prêts? Eh bien, je vous propose, Périard, de commencer. Louis-François, quelle chance de pouvoir discuter avec vous. Je vous ai beaucoup écouté et vous avez beaucoup parlé. Je crois que les temps de parole étaient à peu près les mêmes, mais vous avez pris beaucoup de place. Et je crois que dans n'importe quel combat, parce que je crois qu'on se rapproche sur cette idée de démocratie, de diffuser les savoirs, mais je crois que ce qui importe dans un combat, c'est autant la forme que le fond. Et finalement, dans la forme, vous avez sans cesse ramené et démontré que ce qui vous intéressait, c'était de vous rapprocher de l'élite, de vous rapprocher du sommet pour briller en volant ce que vous preniez en bas pour le ramener en haut. Allez-y, Louis-François. Périard. Vous avez remarqué que jusqu'à présent, j'ai été très sympa avec mes adversaires, hein. Mais que voulez-vous? Je vous adore, Périard. Je vous adore, égalité, universalisme. On s'est déjà croisés à l'UNESCO, non? Vous m'avez l'air un peu à cheval, vous aussi, sur vos valeurs, hein. Bon, je vais pas vous le reprocher. Non, vraiment, Périard, vous me plaisez bien, hein. Je me demande si nous ne devrions pas unir nos forces pour partager cette victoire. Nous, peuple des Nations Unies, résolus à vivre en paix l'un avec l'autre, dans un esprit de bon voisinage, avons décidé d'associer nos efforts pour réaliser ces desseins. Copyright, Charte des Nations Unies 1945. Périard, qu'est-ce que vous avez à répondre pour votre ultime temps de parole? Jean-François, j'ai fait un petit tour en Europe pendant la première moitié du XXe siècle et j'ai rencontré, je suis passée en Italie, en Europe, et quand je vous entends parler, j'ai un peu cette chanson qui me vient en tête qui dit « les paroles, les paroles, les paroles ». Et finalement, voilà, parce que finalement, vous défendez l'universalisme, mais vous avez peut-être un peu... Vous avez pas vraiment, vous êtes flatteur, mais vous n'avez pas lu énormément ma pensée. Puisque moi, ce que je défends, c'est des visions universelles contre la domination, mais c'est aussi un État indépendant qui serait le Davidistan et qui accueillerait toutes ces personnes qui seraient contre la domination. Mais à l'heure actuelle, votre ordre soi-disant universel, c'est surtout mettre au sommet une élite qui justifie l'oppression avec son propre langage, une vraie novlangue, quoi. Qu'est-ce que vous avez à répondre, Louis-François? C'est votre dernier temps de parole aussi. Les attaques n'engagent que ceux qui les profèrent, hein. En bon démocrate, je vais rester sur ma ligne argumentative et on ne va pas tourner autour du pot, hein. C'est la cata! Il y a urgence, là! Vous avez vu comme moi les dernières élections électorales, je vous remets le couvert, mais franchement, du surréalisme pour un résistant comme moi. Déjà, je vais vous le dire franchement, l'abstention, c'est plus possible, hein. Vous avez bien vu le résultat, donc primo, votez. Deuxio, vous voyez bien qu'on a un petit problème là, hein. Non mais sérieusement, je viens de vous le dire, mais on n'a pas de gouvernement depuis 2 mois. Même Charles, il se dit qu'il a dû rater un truc dans sa constitution. Donc, reprenons le travail sur l'éducation à la citoyenneté dans ce pays et pour une fois, commençons par un petit stage imposé au sommet de l'État. Les inspecteurs peuvent y participer. Et cela nous rendra un bon service national et universel. Merci beaucoup, on peut les applaudir. Public, j'aimerais pas être à votre place parce que je saurais pas qui voter. Si vous êtes pour l'Indien Périard, il est temps de lever la main et bien lever la main pour qu'on puisse compter votre voix. Et qui est pour Louis-François?
Et bien donc c'est Périllard qui remporte cette joute. Vous remportez donc le prix de la joute oratoire 2024. Félicitations. On a un prix pour vous. Alors pour l'instant, on a une jolie couronne. Je pense que... Merci. Mais je suis contre les liquides. Oui, mais c'est une... c'est une couronne en origami, donc c'est peut-être aussi, on renverse comme ça le pouvoir de notre façon. Du coup, pour terminer notre Périllard, donc, est-ce que tu peux nous présenter ta thèse aussi un peu plus que tout à l'heure? Voilà, peut-être le prix, ta récompense. Est-ce que tu peux plus nous présenter ta thèse un peu plus en détail, s'il te plaît? Pour ce qui est de ma thèse, donc j'ai introduit grossièrement au début. Je travaille en réalité le personnage de Périllard. Je travaille de façon assez annexe, dans le sens où moi je m'intéresse aux conditions de travail et à l'emploi dans des villages du Tamil Nadu, qui est donc cet État au sud de l'Inde. Et le Tamil Nadu, parmi les 28 États de l'Inde, c'est un État qui se démarque par ses politiques sociales. Donc il y a le Kerala qui est aussi communiste en face, mais le Tamil Nadu a aussi une histoire toute particulière autour de la défense des droits et une certaine vision égalitaire. Et cet héritage, il a notamment été formé remis au goût du jour par Périllard, puisque Périllard s'est beaucoup aussi inspiré de grands poètes tamouls qui ont beaucoup irrigué la culture tamoule. Et donc, moi, ce qui m'intéresse dans mon travail, c'est aussi de rendre compte de la façon dont tous ces travailleurs et toutes ces personnes qui ont la citoyenneté du Tamil Nadu, puisque en Inde, on a accès aux programmes sociaux en fonction de l'État auquel on appartient. Donc, par exemple, en tant que Tamoul, si je vais à Delhi, j'aurais pas accès au programme de Delhi puisque j'ai pas la nationalité de cet État-là. Et ce qu'offre le Tamil Nadu, c'est particulièrement novateur. Donc, ils ont par exemple le système de distribution alimentaire le plus élaboré, le plus dense de l'ensemble de l'Inde à l'heure actuelle, où les enjeux de nutrition restent quand même des enjeux primordiaux en Inde, puisqu'on a tendance à voir l'Inde, et à juste titre, comme l'une des principales puissances économiques, ce qui est le cas. Mais quand on regarde certains indicateurs sociaux, l'Inde s'aligne plutôt avec les indicateurs sociaux du Niger, par exemple, qui est le pays avec les plus faibles taux d'IDH au monde. Donc je pense que c'est bien aussi à la fois de ne pas décrire l'Inde comme un pays rongé, dévasté par la pauvreté, comme on aurait un peu trop tendance à le faire. Et je trouvais que le combat de Périllard, avec ça, il était assez juste, et ça me touchait de vous en parler, parce qu'à la fois, il a remis en avant des aspects très positifs de l'Inde, tout en... Il disait toujours, moi je me réfère à l'histoire, pas pour dire que tout ce qui se passait avant, c'était incroyable et fantastique, mais je pense qu'on peut s'en inspirer, prendre ce qu'il y a de bien, décider de ne pas prendre ce qu'il y a de pas bien, et d'en faire quelque chose de mieux. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, peut-être ça va vous donner un petit peu l'envie de s'intéresser un peu plus à l'Inde, au processus de colonisation, à avoir une vision qui est peut-être un peu moins tranchée sur ce qu'est la caste, parce que ça dessert aussi l'Inde. Et voilà, à lire aussi peut-être cette pensée de Périllard qui est très intéressante. La plupart des bouquins sur lui sont écrits en anglais. En fait, j'en ai pas trop trouvé en français. Il faudrait en écrire un, alors. Moi, du coup, je suis pas historienne, mais peut-être en traduire, en tout cas, peut-être traduire un des bouquins qui a été fait sur Périllard, ce serait super intéressant. D'autant plus que la plus grande communauté indienne en France, c'est une communauté tamoule. Donc voilà. Merci beaucoup. À vous. Merci beaucoup, Cécile Mouchel. Je remercie tous les jouteurs et jouteuses qui vous ont, j'espère, intéressés. Je tiens à remercier, bien sûr, Flore Prévost et Valérie Robin, et donc toute l'équipe de la Cité Audacieuse. Donc voilà, dans le public, si vous avez des questions, je trouve ça très intéressant. Je pense que du point de vue historiographique, on a vraiment fait un événement assez unique au monde. Est-ce que donc dans la salle, il y a des questions éventuellement sur l'un des personnages ou l'un des contextes historiques ? Alors moi, j'ai peut-être aussi une question, justement, pour Jo. En fait, on l'a pas tout à fait dit, mais c'est à la fois un personnage fictif, mais aussi inspiré de la réalité, c'est ça ? Ouais, alors moi, je travaille beaucoup avec les journaux, et notamment les articles qui racontent les matchs, mais aussi des faits divers. Et c'est comme ça que j'ai vu des récurrences, j'ai vu un espèce de profil type, on va dire, du gamin qui découvre le football à cette époque-là. Et je me suis dit, pour lui donner un peu plus de forme, je vais rassembler un peu certains faits divers, et je vais essayer de pouvoir imaginer
quelle a été la vie de lui, gamin, et après aussi pouvoir suivre un peu l'évolution de la ville et comment lui, il peut se débrouiller là-dedans, comment un humain va se développer à cette époque-là, qu'est-ce que ça veut dire, sur comment il se déplace, sur qui il côtoie et comment il travaille aussi en même temps, quoi, et ça donne un peu une épaisseur sociale à ma thèse. Et le nom que tu lui as choisi, c'est aussi un nom commun au Brésil. Oui, c'est ça, c'est parce que c'était un nom assez récurrent, enfin, c'est quelque chose d'assez courant et qu'il marquait bien en tant que Brésilien du Brésil, sachant qu'à São Paulo, à l'époque, on a parlé de l'augmentation énorme de la population. C'est aussi parce qu'il y a énormément d'immigration, notamment italienne, mais aussi espagnole. J'ai parlé de la libanaise. Il y a beaucoup. Et lui, donc, pour le marquer en tant que d'origine brésilienne, voilà, je marquais un nom particulièrement d'ascendance portugaise, quoi. Tu peux nous le redire en entier, le nom ? Alors, il s'appelle João Alves sur ses papiers, quoi, s'il en avait. Mais il a aussi le surnom Saracura parce que voilà, il est originaire c'est le petit quartier duquel il est originaire, du ruisseau dont je vous ai parlé. Et donc, assez vite, quand il est allé jouer, notamment au football, dans d'autres endroits dans la ville, et ben, ça a été en fait son surnom, ce qu'on appelle un apelido dans le football au Brésil notamment. Et voilà, on l'a appelé Saracura parce que des gens, il y en avait plein d'autres. Et donc lui, c'était comme ça qu'on pouvait l'appeler. Enfin, ça c'est quelque chose que j'ai vu vraiment. Par exemple, un mec qu'on appelait Saracura dans des matchs d'assez haut niveau. Et donc je me suis dit, ah bah oui, tiens, bah, ça pourrait être mon gamin. Et voilà, j'ai recollé. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on a donc des questions dans la salle ? Alors, bonjour, j'aurais une question par rapport au Roi Soleil, enfin pas le nôtre. Atahualpa, quelle source il y a pu avoir dessus qui n'était pas, disons, directement espagnole ? Vous avez pu trouver des sources d'informations chez les locaux ou c'est compliqué ? Alors en fait, moi je suis pas du tout historienne et Atahualpa n'est pas vraiment le sujet de ma thèse en tant que telle, et je me suis intéressée à son histoire là. Pour l'ajoute, enfin plus spécifiquement, oui, il y a aussi des chroniques indigènes. Enfin, je sais pas exactement d'ailleurs au niveau des sources plus précisément. Moi, j'ai travaillé vraiment sur des pratiques actuelles de ce que j'ai évoqué à la fin de mise en scène de ces événements de la conquête, mais aujourd'hui dans les villages, dans les Andes. Et il est encore très présent, tu le disais, dans l'imaginaire aujourd'hui, en fait. Oui, bon, j'ai exagéré un peu. Il a un peu joué la mauvaise foi Atahualpa, mais oui, il y a ce mythe de l'Inkari, bon, voilà, mais surtout il est rejoué dans ces fêtes du coup patronales dans les Andes chaque année dans un certain nombre de villages en face de Pizarro qui l'affronte. Merci. On a une autre question, il me semble. Oui, bonjour. Moi, j'avais une question pour Emma Darwin. Justement, y a-t-il des sources sur le fait qu'elle ait participé à l'écriture de l'origine des espèces ? Alors, en fait, ils ont eu des échanges épistolaires ensemble, Emma Darwin et Charles Darwin. Et donc, en fait, il y a eu des livrets qui ont présenté leurs échanges tout au long, qui ont présenté leurs échanges qui avaient lieu pendant la rédaction des ouvrages de Charles Darwin. Donc en fait, c'est comme ça qu'on a compris l'influence qu'elle a eue sur les écrits et surtout la compatibilité en fait entre les deux personnages, puisque elle était très traditionnaliste et personne de foi, et Charles Darwin très clairement côté Dieu était pas du tout dans la même chose. Donc en fait, elle, ça a challengé sa vision, et lui, ça a apporté un autre regard sur l'évolution et sur la perception aussi du public vis-à-vis de sa théorie. Merci. Est-ce qu'on a une autre question dans la salle éventuellement ? Par rapport à Charles Darwin, il y a on va dire une citation, une histoire qui est, je ne sais pas si elle est apocryphe, sur le fait qu'il aurait perdu la foi en voyant le système reproductif parasitoïde des ichnidons.
Vous savez si c'est vrai ou pas? Alors, je ne sais pas si c'est cet événement clé qu'il a fait, mais en tout cas, au niveau de toute sa vie, on a vu l'évolution de ses croyances dans ses écrits. Et ce qui est très intéressant sur la théorie de l'évolution et la biologie évolutionniste, c'est que, en fonction des différents penseurs comme Lamarck, on voit l'impact de la foi dans les sciences, en fait. Et ça, c'est profondément intéressant. Moi, j'avais une question pour Louis-François, en fait, sur les clubs UNESCO. Alors, moi, je sais pas vous, moi, j'en avais jamais entendu parler de ma vie. Alors, je sais pas si dans la salle, quelqu'un en a déjà entendu parler, mais en fait, ça s'est arrêté quand? Enfin, quand est-ce que ça a un petit peu existé ou pas? Ah oui, ça a plus que beaucoup existé, ça existe encore et partout dans le monde. Et le Japon était historiquement la plus grosse des fédérations des clubs UNESCO, suivie par la France. Et voilà, ils existent partout dans le monde, mais c'est vrai que en France, ils ont été propulsés après-guerre en même temps que les réseaux d'éducation populaire dans l'élan de la reconstruction. Mais aujourd'hui, ils existent toujours, mais il doit y en avoir une 50aine en France, donc c'est assez peu et difficile à visualiser comme ça. Et concrètement, ils font quoi dans les clubs UNESCO? Eh ben, ce sont des jeunes volontaires qui se réunissent et qui font eux-mêmes en fait des projets pour défendre les grands textes de l'UNESCO ou certains articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme, du coup de 1948, celle de l'UNESCO. Et voilà, en fait, ils sont assez libres de leur projet. Le seul objectif, c'est que ça respecte le cadre fourni par l'UNESCO. Et puis, c'est cet impératif donc, de démocratie et de droits de l'homme. Et il faut être jeune pour les rejoindre? Alors, souvent, ils sont dans les établissements scolaires, un peu chapeautés par le plus souvent un enseignant d'histoire géo, mais pas toujours. Parfois, c'est juste des jeunes. Et voilà, il faut avoir surtout la chance d'en avoir un dans son collège ou son lycée. Et s'il n'y en a pas, il faut motiver un de ses enseignants pour en créer un. Je pense qu'on peut s'arrêter là. On peut encore applaudir les jouteurs et jouteuses.